Bonjour à tout le monde et puis merci d'être ici aujourd'hui. On se retrouve quand même dans un moment charnière de l'histoire mondiale présentement, un moment où la démocratie se trouve à être attaquée, où il y a la guerre de par tous les côtés, où on fait face à des déplacements forcés par des États qui ne respectent pas le droit international et où le chantage économique devient la règle, un instrument de pouvoir par des États puissants qui, depuis longtemps, s'attaquent au fondement de la souveraineté des États. On est à un moment où l'ordre international fondé sur les règles est en train de voir ses règles vaciller. Et pourtant, dans cette ère d'instabilité internationale, il y a une vérité fondamentale qui demeure. Le Canada n'est pas à vendre, sa souveraineté n'est pas négociable. Mais la souveraineté, ça ne se défend pas uniquement avec les armes, ça se défend aussi avec sagesse, avec cohérence, avec diplomatie, avec une politique étrangère qui reflète les valeurs des gens qui habitent ici. On est un peuple pacifique, juste, solidaire. C'est important de s'en rappeler. Aujourd'hui, le Parti vert du Canada propose une vision qui est ambitieuse, une politique étrangère et de défense du 21e siècle qui est basée sur 3 piliers: l'autonomie stratégique, la solidarité démocratique et l'engagement envers la paix et les droits humains. Mais commençons avec le cœur de cette vision, quelque chose qu'on propose maintenant depuis plusieurs semaines, la création d'une alliance démocratique mondiale. On propose de bâtir un bloc de nations démocratiques pour faire face à 3 pouvoirs révisionnistes présentement en place. Les États-Unis d'Amérique se sont malheureusement maintenant, c'est peut-être pas nouveau selon certains, vraiment alliés avec, où ils ont rejoint le club des grandes nations comme la Russie et la Chine qui menacent l'ordre basé sur les règles dont on a hérité à la suite des 2 grandes guerres mondiales. On souhaite donc une alliance de nations démocratiques. Le Canada doit et peut travailler plus étroitement avec l'Union européenne, l'Inde, le Japon, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Ukraine et bien d'autres pour coordonner nos réponses économiques, diplomatiques et sécuritaires face aux menaces que ces 3 pays posent présentement aux petites nations, aux petits États tels que le Canada. Avec un PIB combiné de plus de 39 000 milliards de dollars américains et en fait 40 quelques milliards de dollars, millions de milliards, 40 quelques mille milliards de dollars américains et plus de 5,8 millions de militaires en service actif. Une alliance démocratique telle que celle-là aurait une capacité dissuasive supérieure à celle des États-Unis et de la Chine et de la Russie. Mais surtout, ça représenterait, et c'est le plus important, un espoir véritable pour la démocratie à un moment où la démocratie et les États démocratiques se font attaquer de tous bords, tous côtés, incluant à l'interne. La souveraineté, ça commence aussi chez nous. C'est pourquoi on suspendrait, le Parti vert va se battre pour suspendre immédiatement l'entente de 80 milliards pour l'acquisition des F-35 chez Lockheed Martin, une entreprise américaine avec des avions dont on ne sait même pas si le Canada aurait véritablement le contrôle sur les codes de base. Une question que j'ai entendue à quelques reprises posée par les Danois, notamment, qui ont fait cette acquisition, qui se demandent s'ils pourront s'en servir dans le cas d'une agression américaine contre le Groenland. Et il y a un contrat de 10 milliards de dollars que le gouvernement fédéral des libéraux a fait passer chez Boeing plutôt que chez Bombardier, un contrat pour des avions de surveillance. Nous, on veut plutôt miser sur des partenariats avec nos alliés européens, mais aussi avec le savoir-faire local. On a chez nous des grandes entreprises en ingénierie aéronautique et navale, que ce soit chez Bombardier, par exemple, pour réorienter l'industrie et pour appuyer l'industrie aéronautique canadienne. Ces contrats-là devraient aller d'abord et avant tout chez des entreprises de chez nous pour servir des travailleurs de chez nous avec des bons salaires et s'assurer que chaque denier public serve les intérêts des Canadiens d'abord et avant tout plutôt que ceux des Américains et d'autres puissances. Entre Halifax et Sorel-Tracy, en passant par Lévis, de la péninsule de Gaspé, aussi de la Gaspésie, ou North Vancouver, on a aussi des chantiers navaux qui doivent pouvoir être appuyés. La stratégie nationale de construction navale doit être augmentée pour qu'on puisse avoir des navires de garde côtière, mais aussi des brise-glaces qui peuvent patrouiller et assurer la souveraineté canadienne dans l'Arctique. C'est une priorité pour défendre notre souveraineté dans le contexte présent, surtout avec les changements climatiques qui libèrent présentement le passage du nord-ouest et l'exposent de ce fait à plusieurs désirs de la part de ces nations révisionnistes et impérialistes au sud de la frontière, comme en Chine et en Russie.
Mais défendre la souveraineté, il faut le dire, c'est aussi défendre d'abord et avant tout les droits humains, sans exception. Puis c'est pour ça qu'on demande d'abord la suspension immédiate de l'entente sur les tiers partis avec les États-Unis. On a présentement aux États-Unis un régime qui est en train de s'installer sous la présidence de M. Trump, un régime qui abuse des droits humains, qui renvoie des gens dans des conditions abominables au Salvador, entre autres. Le Canada ne peut pas se bander les yeux par rapport à ça. M. Carney semble penser que c'est raisonnable de renvoyer les gens aux États-Unis. Nous, on ne le pense pas. Donc, il faut absolument augmenter d'une manière massive les investissements dans le traitement des demandes d'asile, l'établissement puis l'intégration des réfugiés. On a du gros travail à faire sur ce plan-là. On peut se bander les yeux en prétendant qu'on n'a pas une crise de migration qui se prépare au sud de la frontière, mais on sait tous que c'est faux. Il va falloir mettre les deniers nécessaires pour s'assurer que le Canada puisse, d'une part, protéger ses acquis, s'assurer de l'intégration des gens, puis surtout protéger ses valeurs. Et une de nos valeurs fondamentales ici au Canada, c'est l'accueil. On demande aussi que le Canada, et on se bat pour ça depuis des mois, condamne fermement les violations du droit international, que ce soit en Ukraine comme à Gaza, où se déroule présentement un génocide, au Soudan, où se déroulent d'atroces violations des droits de l'homme, en Syrie ou bien en République démocratique du Congo, un autre pays dont on parle trop peu, mais où se passent des choses absolument atroces présentement. C'est pour ça qu'on demande, et ça fait des mois qu'on le fait, un embargo bilatéral sur les exportations et les importations d'armes vers l'État d'Israël, des sanctions ciblées contre le gouvernement israélien et contre les responsables du Hamas qui sont responsables de la situation présente. On veut que le Canada respecte les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale et des décisions de justice de la Cour internationale de justice, en réaffirmant notre appui inébranlable pour le peuple ukrainien aussi, qui lui aussi vit sous le coup non seulement de l'occupation, mais d'une attaque frontale de la part de la Fédération de Russie. La justice internationale, le droit international ne peut pas être sélectif. Ce n'est pas des règles qui s'appliquent juste à ceux avec lesquels on est en désaccord. On doit non seulement les respecter chez nous à la maison, et ça passe aussi, bien évidemment, par le respect des conventions internationales auxquelles le Canada est parti, notamment sur les droits des peuples autochtones, pour assurer véritablement que le Canada ne se ramasse pas dans une situation où on fait face, nous aussi, à des pressions venant de pays externes qui souhaiteraient éventuellement s'en prendre à notre souveraineté. Si on ne respecte pas le droit, mais on ne peut pas s'attendre à ce que le droit nous respecte ou nous protège. Finalement, notre politique de défense sera basée d'abord et avant tout sur la résilience et assurer que le Canada soit prêt à faire face à différents types de menaces. Quand on parle de menaces, on parle de menaces venant des changements climatiques, mais aussi des menaces externes éventuellement. Évidemment, on ne peut pas oublier les propos de l'administration Trump au sud de la frontière qui souhaite annexer le Canada, qui souhaite s'accaparer de nos ressources naturelles. C'est un danger pour le Canada, c'est un danger auquel on doit se préparer. Les va-et-vient de l'administration Trump sur la question des tarifs et sur la guerre tarifaire, on n'a pas fini d'en voir la fin de l'histoire et il est important que le Canada mette les ressources nécessaires pour équiper la population à faire face à différents types de dangers. On en a parlé récemment à travers la création notamment d'un corps de défense civile nationale pour équiper les Canadiens, équiper les communautés à travers le pays à faire face justement au changement climatique, à des attaques cybernétiques et éventuellement à des menaces venant de l'extérieur. On rejette la cible arbitraire de pourcentage du PIB qu'un pays comme les États-Unis qui souhaite nous annexer nous impose désormais. C'est pas une bonne défense, c'est pas combien on dépense, mais c'est comment on investit d'une manière qui est intelligente. Et ça veut dire pour nous de renforcer d'abord la défense de l'Arctique, notamment à travers les investissements dans les chantiers navaux pour avoir des brises-glaces suffisants pour assurer le contrôle canadien sur les eaux canadiennes dans le passage du Nord-Ouest. Ça veut dire des infrastructures critiques, bâtir des réserves stratégiques comme on le propose depuis maintenant plusieurs semaines. Et évidemment, la mise sur pied d'un corps de défense civile nationale. Il faut que les Canadiens soient prêts à faire face à différents types d'urgences. On sait qu'elles s'en viennent. C'est le temps de se préparer. Alors, pour nous, d'abord, la défense, c'est pour les Canadiens et par les Canadiens. Ça va être important de s'assurer de le faire. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas simplement une posture ou une nouvelle posture, ce n'est pas non plus un simple manifeste, c'est un projet courageux, c'est un projet qui remet le Canada au cœur des affaires internationales. Ça fait trop longtemps que le Canada a abandonné le reste du monde. Les promesses de Justin Trudeau
selon lesquels le Canada is back ne se sont jamais matérialisés. Ça a été très clair lorsque le Canada a perdu la course pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pas vrai que le Canada peut se contenter de la protection américaine. On le voit depuis maintenant plusieurs semaines. C'est pour ça qu'on doit redoubler d'efforts sur le plan diplomatique et s'assurer que le Canada joue un rôle positif, pas juste pour ses intérêts, mais pour les intérêts de l'ordre basé sur les règles à travers le monde. Et ça, quand on le fait, on ne peut pas le faire d'une manière sélective. Ça doit être fait pour tout le monde, indépendamment de qui est sous attaque. Quand les civils sont sous attaque, que ce soit à Gaza ou en Ukraine, on doit les protéger, on doit protéger le droit international. Le monde change présentement, il change d'une manière qui est rapide. Le Canada va devoir s'adapter et on pense que le Canada peut le faire, a tous les outils pour le faire et surtout que les Canadiens souhaitent que ça se fasse. Merci. En anglais. Good morning, everyone. Thank you for being here. We're gathering today at a turning point in global history. It's a moment when democracy is under attack, when war and forced displacements by various states who disrespect human rights is ongoing. We've got economic blackmail taking place by large powers who are using this as a tool of power and forcing smaller nations to comply to their whims. And we're at a point when the rule-based international order is under attack. And amid this growing instability, there is one fundamental truth that remains. Canada's sovereignty is not for sale, and it's not up for negotiations. But sovereignty isn't solely only defended with weapons, it's also defended with wisdom, diplomacy, consistency, and with a foreign policy that truly reflects the values of Canadians who are committed to peace, justice, and solidarity. Today, the Green Party of Canada is putting forward a bold vision for Canada's role in international affairs and a foreign policy and a defense policy that is truly rooted in the realities of the 21st century. It is built on three pillars: strategic autonomy, democratic solidarity, and a deep commitment to human rights and peace. But let me begin with the heart of this vision, a global democratic alliance. We've been proposing for a few weeks now that Canada really leads the efforts towards the building of a bloc of democratic nations, including the EU, India, Japan, Brazil, Mexico, South Africa, Ukraine, among others, smaller democratic nations who are currently faced with the rising threat of three revisionist powers, the United States of America, China, and Russia, who are right now attacking the basis of democracy throughout the world and stability. It is crucial that those who continue to believe in democratic values unite and are ready to resist and contain this threat from these three superpowers. With a combined GDP of over 39 trillion US dollars and more than 5.8 million active military personnel, this alliance would surpass the US and certainly China and Russia's forces and economies. But more importantly, it would stand as a beacon of hope and a beacon of hope for democratic development and stability worldwide. But also sovereignty begins here at home, and this is why we would immediately suspend the $80 billion contract for F-35 that has been passed by the Liberal government with Lockheed Martin, U.S. business, at the expense of other opportunities that would have brought money here at home for Canadian workers. We would also suspend the $10 billion deal with Boeing for surveillance planes, another contract passed by the Liberals at the expense of Bombardier here in Quebec. We've got all the knowledge, all of the infrastructure and the workers here to build the tools of our defense here at home without having to spend money abroad to countries, and especially to a country right now that is threatening us with annexation. It is crucial that these deals do not chain us further to systems of dependency towards other countries. We want to explore partnerships with our European allies and especially build our manufacturing power here at home
notably through Bombardier, but also without forgetting the fact that we have three coasts here, from coast to coast to coast, and we need the capacity to defend our water through Canadian-built Naval Guard ships that can be built from Halifax to North Vancouver via Gaspé, Lévis, Sorel, and many other places along the coast, providing good, well-paying jobs for Canadians, and that requires investments by the federal government to ensure that we can protect our waters, including in the Arctic, that is faced right now, of course, with climate change and the possibility of more maritime traffic that will challenge our sovereignty. But defending sovereignty also means defending human rights, and that needs to be done without exception. This is why we are now calling for a suspension of the safe third-party agreement with the United States. Our neighbor to the south is violently and blatantly violating human rights, sending people abroad to be detained in horrendous conditions, among other places in El Salvador. We Canadians do not stand by that, and we need to invest and make sure that we have the capacity to receive and support a number of refugees who will inevitably try and come to Canada, because Canada remains and will remain the rule of law country that it is, and we will not sacrifice our values when it comes to being a welcoming nation. But that requires that the federal government truly invests in housing, in supporting the provinces, in meeting that challenge that is posed by newcomers. Of course, we can bury our head in the sand and pretend as though this will not happen, but we all know it will, and this is why it is best to be prepared and invest ahead of time instead of being caught at needing to respond to an emergency that becomes bigger and bigger by the day. We also condemn and want Canada to forcefully condemn violations of international law wherever they occur. And that means in Ukraine, but also in Gaza, where a genocide is taking place. That also means standing up for the people who have been abused for decades in the Sudan, in the DRC, the Democratic Republic of Congo, in Syria. We're calling for a bilateral arms embargo with Israel. We've been doing that for a while now, and we're also calling on Canada to respect the decisions by the International Court of Justice and the International Criminal Court when it comes to its indictments of Israeli and Hamas officials for the situation that's currently taking place in Israel and Gaza and Palestine. We've been calling for the recognition of the state of Palestine by the government of Canada. It's well overdue. It is important that Palestine be provided not only with the rights but also the responsibilities that come with statehood at this crucial moment. International justice cannot be selective. It needs to apply to everyone. If we want to be protected by international law, we need to uphold it. And we all know that with the threat of annexation, we may well have to revert to international law to protect our sovereignty in the coming days and months and years. But when it comes to our our defense policy, it needs to be based in resilience, and it needs to equip Canadians with the ability to protect our territory. This is why we've been calling for a National Civil Defense Corps that will equip Canadians with the ability to stand up to various threats, whether they come from climate change, the fires, the floods, the tornadoes, all the things that Canadians have been experiencing over the past several years now, but also potentially foreign threats. It is crucial that our military doctrine be positioned to ensure that Canada is able to defend itself and resist to any form of foreign threats or occupation whatsoever. We also reject in that same position the U.S. Arbitrary GDP targets when it comes to our defense spending. It is not up to the United States of America, a country that wants to annex us, to determine how much Canadians will be spending on defense. We need to spend wisely. That is the most important thing. And we need to spend that money here at home instead of abroad, namely in the United States. That is crucial. So that is a people-first, purpose-driven defense. That is what we're looking at. And we want to make sure, of course, that we support and continue to support even more our veterans who are currently struggling an awful lot because of decisions by the Conservative and Liberal governments.
What we're offering today is not just posturing, it is a platform, it is a courageous plan, and it's a plan for foreign policy that will free us from foreign dictates, that will free us from past dependencies, and will ensure that Canadians can be once again proud to truly stand up for justice, peace, and sovereignty throughout the world. The world is now changing. Canadians want this country to also change and be ready to face the instability ahead, and the Green Party is going to be here to help make that happen. Merci. Thank you. Any questions? Oui, Geneviève de Radio-Canada. Oui. J'avais deux questions. Une première, puis après ça, vous pouvez répondre en anglais par la suite. Est-ce que le Canada doit mettre ses contre-tarifs sur pause le temps de négocier avec les États-Unis? C'est ce que le secrétaire Howard Lutnick laisse entendre. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Le Canada, présentement, fait face à un bully qui met en place des règles, ensuite les retire. On a passé des années à négocier avec M. Trump une nouvelle entente de libre-échange. Là, soudainement, il se réveille, on met des tarifs complètement injustes qui affectent les Canadiens. Pour moi, la priorité, c'est pas de négocier avec les États-Unis, c'est de s'assurer que le Canada soit capable de faire face à diverses menaces venant de l'extérieur. Les États-Unis ne sont plus un allié, ce n'est pas un partenaire qui est fiable. Moi, je préférerais qu'on parle de comment on va s'assurer d'avoir des nouveaux marchés d'export pour les produits canadiens, puis de renforcer notre économie interne ici au Canada. Je pense que là, pour l'instant, la priorité, c'est absolument pas de négocier avec les États-Unis. Maintenons les tarifs pour le moment et assurons-nous d'investir pour protéger les travailleurs, puis trouver de nouveaux marchés d'export pour les Canadiens. Puis sur un autre sujet, le Bloc québécois proposait aujourd'hui de mettre sur pied un ministère des frontières pour gérer notamment l'Agence des services frontaliers. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? On a déjà un ministère des frontières ou un ministère qui s'occupe des frontières. Le Bloc québécois est bien bon là, pour faire des belles formules pour faire peur aux Québécois par rapport à ce qui s'en vient. On sait qu'on va avoir plus de migrants, on sait qu'on va avoir plus de monde. Je ne veux pas me lancer sur le terrain de la politique provinciale, là, mais il y a eu des désinvestissements de la part du gouvernement Legault sur le plan de l'accueil et de la francisation. Et là, soudainement, le Bloc québécois se sert de ça pour faire jouer les épouvantails puis amener les gens à avoir peur d'un phénomène qui a toujours existé, qui va continuer à exister, mais qui va s'accentuer maintenant à cause de M. Trump. Les Québécois sont des gens accueillants. On veut s'assurer qu'on puisse accueillir les migrants qui vont traverser la frontière. Il va y en avoir, qu'on le veuille ou pas, d'une manière qui est humaine. C'est pas vrai qu'on veut se ramasser avec d'autres gens, comme on a vu au cours des dernières années, pratiquement mourir de froid en traversant la frontière. Donc, il faut s'assurer d'avoir des structures d'accueil, des structures d'intégration, s'assurer que ces gens-là puissent ensuite être autant que possible bien accueillis, que leur dossier soit réglé aussi vite que possible, d'une manière qui est en accord avec le droit canadien présentement, puis surtout la Convention sur les réfugiés. Puis, pour répondre à votre première question en anglais, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit en anglais par rapport... Vous me rappelez la question? Oui, bien, la question, c'était dans le fond, est-ce qu'on doit mettre sur pause les contre-tarifs le temps de négocier avec les États-Unis comme Howard Lutnick le proposait? Canadians have been stuck now with a U.S. president that is completely untrustworthy and unpredictable. We spent years renegotiating a free trade deal agreement with the United States, and that is time that we, quite frankly, wasted, because that's time that we could have invested instead in building stronger alliances and trade deals with other export markets. I don't think the priority right now for Canada is to get down to Washington and renegotiate again. The counter tariffs should stay in place, and we should focus all of our efforts, all of our energy, and all of our resources on protecting workers here, keeping the plants running, and this is why we've been proposing a strategic reserve for Canadian resources instead of exporting them to the U.S. so that they get sold back to us once they've been transformed. Let's make sure that the government can actually keep those resources here, keep the plants going, and use them for the needs of we've got an opportunity here. When the U.S. is turning its back on the rest of the world, Canada can step up and supply other allies that rightfully so have no trust or have lost their trust in the United States, and that's going to demand raw resources. We should be investing in this instead of once again being trapped in this
incessant game by the United States and its president, who clearly do not understand the economy and have no interest whatsoever in helping Canadians face this. So priority number one is focusing on Canada, focusing on export markets, making sure that our economy is ready to withstand further shocks coming from the United States, because right now it is a completely unreliable partner. No, sorry. Oui, c'est ça. Ma deuxième question en anglais sur la position du Bloc de mettre sur pied un ministère d'étrangère. We already have a ministry that's in charge of borders. We have an agency that's in charge of borders. I think the Bloc Québécois is very efficient at creating, scarecrows and scaring Canadians and Quebecers about the prospect of immigration. If we are in the situation we're in right now when it comes to housing and when it comes to several other issues, it is first and foremost because of underinvestment by successive liberal and conservative governments. Canada is a welcoming nation. Quebec is a welcoming people. Les Québécois take care of other people, and they stand strong in their values of humanity and inclusion. The provincial government has successively underinvested in integration and francization, and that is where the Bloc should be focusing its efforts. C'est bon? Yes. So just sort of a bit of a precision on your position on the fighter jets, because in 2021, I'm pretty sure Elizabeth May signed a public letter with Neil Young and Sarah Harmer and David Suzuki and Daryl Hannah and Noam Chomsky, people like that, saying no new fighter jets for Canada. So your position is not to put that money into combating the climate crisis or the social housing, but rather to just purchase in Canada or in Europe? We need fighter jets. We need the ability to defend this country. The money should not be spent on U.S. products. It should be spent on ensuring that workers here at home can have good jobs. We have a huge territory to defend from nations that right now, Yves, are attacking other countries. If you're suggesting that we simply kneel to that prospect, you're free to do that. Yeah. And the follow-up question in a different direction, you talked about law and upholding international law, which of course is important. But so there's a whole bunch of Canadians, dozens of Canadians who've been fighting in Gaza, who joined the Israeli military and have been involved in what you refer to as a genocide. Canada has something called the War Crimes and Crimes Against Humanity Act. They should be investigated. They should be investigated. But then there's also the... Do you have more questions? Tied to that is that there's a whole bunch of institutions, including a school in Toronto, a Akiva school, that a quarter of the students joined the Israeli military after graduating. I'm not familiar with those details. But the point here is we have the Foreign Enlistment Act in this country that makes it illegal to induce Canadians to join any other country's military. Do you think that the RCMP and Canadian authorities should be investigating? The RCMP should be upholding the law. The law applies to everyone. Including Canadians fighting Israeli military. The law applies to every Canadian. Thank you. Merci. Merci.